Eh bien, les grands hommes, bien sûr, nous passionnent et sont présents. Je disais tout à l'heure que Solzhenitsyn était assis sur ses bancs. Eh bien oui, je ne sais pas qui l'a enlevé, mais il est dans nos esprits, dans nos têtes maintenant. Eh bien, encore une table ronde. Une table ronde, bien sûr, les idées philosophiques et politiques de Solzhenitsyn. Table ronde avec Michel Parfionov, qui est à toutes les sauces, Nikita Struve, indispensable également, Cécile Vaissier, qui, avec son énergie, nous réveillera sans doute, et Bertrand Lemillien. Cécile Vaissier sera le modérateur de cette table ronde. Merci. Je vais me permettre de prendre juste la parole 10 minutes avant de lancer les choses. Donc là, on part sur les idées philosophiques et politiques de Solzhenitsyn, dont on a déjà, je dirais, pas mal parlé hier. Alors, je voulais juste rebondir sur l'intervention de Zoé Valdez, que j'ai trouvée complètement fascinante et complètement intéressante, sur l'impact que pouvait avoir Solzhenitsyn dans d'autres populations et d'autres cultures où effectivement, je crois que c'est quelque chose de très frappant. Je voudrais rappeler deux choses différentes. Premièrement, qu'un certain nombre de dissidents de Russie ont beaucoup aidé les dissidents cubains. Je pense par exemple à quelqu'un comme Alexandre Podrabinek, qui est toujours d'ailleurs un dissident et un combattant et un homme d'opposition, je dirais avec une énergie farouche, qui a énormément défendu Solzhenitsyn, qui a toujours, je dirais, bon, c'est quelqu'un qui a fait du camp, c'est quelqu'un qui a fait de la prison, c'est quelqu'un qui a énormément défendu Solzhenitsyn, et à peine était-il sorti, je crois, dès 87-86, il disait, il faut publier l'archipel, il faut faire revenir Solzhenitsyn, et c'est quelqu'un qui, à cette époque, avait lancé un journal qui était au départ un petit peu samizdat, après, je dirais, plus ou moins officiel, et dès cette époque, il avait lancé toute une aide aux dissidents cubains, et il a continué. Nous, on l'a invité à Rennes, je vois Olga de Beaulieu qui est là. Vous vous souvenez quand Alexandre Podrabinek était venu à Rennes, et il avait pris la parole pour parler de la Russie Poutine, et il commençait par une référence très nette à ce qui se passait à Cuba. C'est-à-dire qu'effectivement, les choses sont liées, incontestablement. Et deuxième point, je voudrais rappeler que ce que vous dites sur Cuba, on pourrait aussi, dans des circonstances différentes et de manière différente, le rapprocher aussi de ce qui se passe, je dirais, dans des terres qui sont peut-être plus proches des gens de cette table, c'est-à-dire ce qui se passe en Biélorussie actuellement. On a effectivement toute l'opposition qui est en prison, et on a, je crois aussi d'ailleurs, ce même phénomène que vous évoquiez, des espèces de fausses dissidences et des imitations dissidentes, mais on a toute une partie de l'opposition biélorusse qui est actuellement en prison, et toute la société qui est en but à des privations matérielles, des privations alimentaires, et une crise économique très très dure. On a une situation qui n'est pas non plus, qui est différente et plus ouverte, qui n'est pas non plus optimale en Ukraine, où on a aussi un certain nombre d'anciens ministres qui se retrouvent emprisonnés ou qui se retrouvent en but à des difficultés. Donc je dirais qu'effectivement, on aimerait bien se dire, bon, madame disait tout à l'heure, les goulags existent encore, bon, après ça dépend ce qu'on appelle les goulags et comment, mais je dirais effectivement, c'est de toute manière une situation qui n'est pas close. Hein. C'est là où est notre cher Michael... Disons, je dirais la différence, il y a juste une différence, c'est-à-dire que des camps, bien sûr qu'il y en a. Après, si vous voulez, c'est vrai que le goulag, bon, ça évoque, je dirais, quelque chose d'absolument massif. D'absolument massif. Il a dit qu'il allait sans doute y mourir. Oui, c'est, disons, je crois qu'il ne faut pas parler du terme de goulag qui induit un petit peu en erreur, c'est-à-dire dire il y a des répressions politiques en Russie actuellement, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et de l'arbitraire sur décision des dirigeants, oui, bien sûr. Il y a Khodorkovsky, il y en a d'autres, on pourrait citer le cas de Magnitsky qui est mort en prison, je dirais, il y en a d'autres, donc effectivement, ça n'est pas terminé. Après, est-ce que le terme de goulag va ou pas, je dirais, c'est autre chose. À mon avis, c'est autre chose. Donc, en tout cas, c'est une histoire qui n'est pas terminée. Oui, je pense que à Cuba, c'est certainement plus...
d'avantagerait parce qu'il y a cette espèce de continuation, vous montriez bien, de cette espèce de dynastie. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'elle est communiste, marxiste, je n'en sais rien, mais en face, elle est totalitaire, ça incontestablement. Donc ça, une première chose. Une deuxième chose, je crois que ce qu'on a vu aussi au fil de ces journées, c'est, si pour en revenir à Solzhenitsyn, je crois qu'il y a une différence grande et en même temps extrêmement enrichissante dans la façon dont il est interprété par des gens, je dirais, ayant une culture russe et des gens n'ayant pas cette culture russe. Et que la grandeur immense de cet écrivain, c'est aussi finalement de pouvoir être vu et interprété et de pouvoir se rendre sensible à des gens qui ont cette culture russe et qui se disent, comme on parlait de Tchoukovsky par exemple ce matin, Corneille Tchoukovsky, quand on lui donne à lire Une journée d'Ivan Denisovitch, qui parle de miracle littéraire. Et ça veut dire quoi, miracle littéraire? Miracle que, et vous en parliez en parlant de Camus, je crois, le miracle que, en Union soviétique, après tout ce qui s'est passé, apparaisse un homme qui soit capable d'écrire cela. Et effectivement, ça relève du miracle. Et en même temps, il est parfaitement sensible à des gens qui n'ont pas cette culture russe, qui n'ont pas, je dirais, ses racines ou ses références, et qui le perçoivent à leur façon. Et je crois que la question qu'on aborde pour en rentrer là, les idées philosophiques et politiques de Solzhenitsyn, c'est exactement ce type de choses, ce type de problèmes qui vont être compris différemment par des gens ayant cette culture et n'ayant pas russe et d'autres ne l'ayant pas. Et c'est là où je trouve absolument appréciable et précieux et enrichissant que M. Strouf soit là. M. Strouf qui, d'une part, a cette double culture française, double culture russe non soviétique, c'est-à-dire qui nous montre, et je dirais il y a d'autres personnes aussi ici, qui nous montrent aussi ce qu'est la Russie, bon aussi M. Parfenov, qui nous montre ce qu'est aussi la Russie qui n'était pas soviétique, qui n'avait pas forcément besoin de traverser ça, et en même temps qui ont permis de faire s'exprimer des voix soviétiques. Et je voudrais tout de suite que vous commenciez en disant, vous, avec cette double culture, considérez-vous, et je crois m'attendre un peu à votre réponse, que Solzhenitsyn exprime des vues politiques et états politiques?